Du coup, on passe au petit stream collection Star Wars Unlimited. J'avais envie de vous présenter un petit peu les cartes. On a beaucoup discuté. Moi, j'ai mis en avant notamment le gameplay. J'ai parlé de la distribution, des problèmes de stock et tout. Mais finalement, on n'a pas beaucoup mis en avant les cartes. Moi, j'ai un peu pété mon crâne sur Star Wars Unlimited. J'ai récupéré pas mal de cartes avant la rupture et donc avant que les prix montent. Tant mieux pour moi. Et je peux vous partager un petit peu ma collection si jamais ça vous intéresse. Et partager ça avec vous sur le live. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager, à vous abonner évidemment si ça vous plaît. Notifiez-moi dans les commentaires votre attrait pour Star Wars Unlimited et si ça vous plaît d'avoir notamment un update de ma collection, de continuer à avoir du contenu un petit peu Star Wars Unlimited. Et pour tous les items que je vais utiliser, que ce soit des sleeves, des sous-sleeves, des magnetic card case, des deck box, des classeurs, je me fournis chez notre partenaire Ultimate Guard qui nous soutient sur toute l'année 2024 et qui vous permet, lien dans la description, de vous fournir aussi. Et si jamais vous passez par ce lien-là, c'est un lien affilié qui nous soutient. Franchement, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Senkai me dit salut, j'ai un Vador Hyperspace, tu me conseilles quoi? J'ai peur d'exp TCG. J'ai pas d'expérience TCG. Qu'est-ce que je te conseille pour ton Vador Hyperspace? Bah écoute, ça dépend. Est-ce que tu es plutôt joueur? Est-ce que tu es plutôt collectionneur? Si tu es plutôt joueur, je vais te conseiller de le revendre pour te racheter des cartes dont tu aurais besoin pour monter ton deck. Si jamais tu es collectionneur, bah Vador, c'est une carte emblématique. C'est la carte la plus recherchée du set en dehors des showcases. Donc c'est une carte du coup qui en hyperspace est très jolie, et si tu es collectionneur, bah garde-la, fais-toi plaisir avec ta carte. C'est pas une question d'expérience, c'est plutôt une question de préférence en fait finalement. Donc alors pour vous présenter ma collection Star Wars, je vais peut-être déjà reprendre les genèses de ce qui s'est passé. Star Wars, c'était un TCG qui était peu attendu, édité par Fantasy Flight Games et distribué par Asmodée. Au niveau de sa sortie, tout le monde sur le chat me demandait: est-ce que tu as testé Star Wars? Est-ce que tu as parlé de Star Wars? Qu'est-ce que tu penses de Star Wars? Et je me suis dit, tu sais quoi? Star Wars, c'est une licence que j'aime bien. Plus que d'autres licences d'ailleurs que je consomme énormément en tant que TCG pourtant. Je pense notamment à l'Orcana. Et je me suis dit, c'est vrai que ça coûte pas grand-chose de me prendre quelques displays et de les ouvrir en live pour partager et découvrir ça avec le chat. C'est notamment la vidéo découverte Star Wars Unlimited qui est sortie sur la chaîne, que vous avez adoré, qui a bien marché et qui m'a un petit peu mis dedans. J'ai commencé un petit peu à tester, à tester le jeu aussi. J'ai trouvé le gameplay et les mécaniques vraiment délicieuses. J'en parle notamment dans le podcast La Belle Carte où je fais un deep dive sur les mécaniques de Star Wars et pourquoi le jeu est bien. J'ai fait aussi mon report de tournoi qui a plutôt marché. Mais c'est vrai que du coup, en rentrant dans l'engrenage Star Wars, ça m'a aussi intéressé à l'univers étendu de Star Wars que je connais pas. En fait, je suis vraiment rentré dans l'engrenage. Les mécaniques et le gameplay m'ont happé. J'ai apprécié donc du coup les cartes que je trouve très jolies à la différence de ce que je peux entendre à droite à gauche. J'ai commencé à me refaire les films de la trilogie originale, de la prélogie, à regarder du contenu sur l'univers étendu. En fait, j'ai commencé à embrasser Star Wars dans sa globalité. Et donc, je me suis dit, bah écoutez, j'ai envie de me faire de me faire aussi la collection. Alors, je peux pas tout collectionner évidemment parce que l'idée c'est surtout de jouer et d'avoir notamment les decks pour jouer. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve que les prix étaient encore abordables avant la rupture, et donc j'ai récupéré pas mal de cartes, notamment pour jouer, mais aussi pour collectionner. Et l'idée, c'est de vous les présenter dans cette petite vidéo, dans ce petit live. Est-ce que tu estimes que votre niveau s'est amélioré à toi et à PL depuis que vous êtes indépendant? Est-ce que vous pouvez consacrer plus de temps à Magic et autres TCG? Non, on a moins de temps à cause de la belle carte, mais la belle carte à terme est censée nous apporter la stabilité et l'indépendance que l'on souhaite. On baigne quand même dans la culture TCG parce que moi j'y dédie tout mon temps libre, et la belle carte nous demande, en tout cas moi à titre personnel, d'avoir beaucoup de veille sur les TCG. Donc on a un énorme investissement personnel et en temps sur les TCG. Après, est-ce que notre niveau de vie s'est amélioré? On se paye pas avec la belle carte, hein. Nous, c'est notre création de contenu qui nous rémunère pour l'instant, et on espère à terme que la belle carte pourra nous dégager un salaire pour réinvestir l'argent de la création de contenu dans le contenu. C'est l'idée à terme, hein, que ValetPL nourrisse la belle carte pour qu'un jour la belle carte puisse nourrir ValetPL. Si vous avez regardé la vidéo présentation, vous connaissez le projet, bien évidemment. Je précise d'ailleurs que pour tous les fans de Star Wars, on n'a pas pu vous proposer du Star Wars série 1 sur la belle carte. Par contre, on vous proposera évidemment du Star Wars série 2. Donc, si jamais vous voulez précommander du Star Wars, pensez à le faire sur la belle carte, ça nous soutient évidemment, quoi. Alors, ça, c'est mon classeur dans lequel je range toutes les cartes pour jouer. Ça me permet d'aller ouvrir mon classeur et donc du coup de prendre les cartes avec lesquelles j'ai envie de monter les decks.
Je range à peu près tout le temps de la même manière mes TCG, un classeur pour une série. Ça me permet aussi d'avoir un peu le côté, au-delà de la fonctionnalité de créer les decks, d'avoir un peu l'aspect collection. C'est-à-dire qu'en gros, je peux regarder toute la série 1, et puis j'aurai un classeur pour la série 2, les magnifiques binders de chez Ultimate Guard, comme d'habitude. Je vais vous montrer le classeur, après je vous montrerai les decks, et puis ensuite je vous finirai par les cartes de collection qui, elles, sont généralement hors classeur. Vous savez que j'aime bien voir mes cartes, et donc dans ce cas-là, je les mets dans des cartes case et je les expose à droite à gauche, quoi. C'est sûr qu'une réimpression du set 1, même dans un an, ne sortira pas. Ouais, en fait, le problème, c'est que comme je le disais dans ma vidéo Star Wars est sold out, les calendriers d'impression en Europe sont sous l'eau. Voilà, il y a trop de demandes, trop de TCG. Altered a une production notamment pour son Kickstarter qui est énorme. Et donc forcément, s'insérer dans ces calendriers de production-là, c'est très compliqué. Donc du coup, comme ils n'ont pas réussi à s'insérer dans ces calendriers de production, eh ben, ils vont faire leur production de série 2, série 3 et compagnie, mais ils ne seront pas capables de réimprimer du set 1 français. Par contre, on aura des réimpressions américaines qui vont être déployées, notamment détournées pour l'Europe pour compenser la perte de ne pas avoir de réimpression française. Donc normalement, non, il n'y a aucun reprint prévu en français. Après, ils ne sont jamais interdits de le faire. Si un jour il y a un créneau, peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas prévu actuellement. Je passe en zénithal, on se regarde ça évidemment. Alors, il faut savoir que Star Wars, comme je le dis, j'ai un peu embrassé maintenant tout l'univers. Je suis en train de me refaire la prélogie avec ma compagne, je me refais la trilogie tout seul. Je me referai la post-logie aussi pour essayer de peut-être nuancer mon avis sur la catastrophe de cette trilogie-là. Je m'intéresse de plus en plus à l'univers étendu. Tu sais, ça m'a un peu remis dans le game de Star Wars. Moi, je suis un enfant de la prélogie, hein. J'ai grandi dans les années 90, donc vous imaginez que la menace fantôme, la revanche des Sith, pour moi, c'est un grand plaisir. J'ai revu l'Attaque des clones il y a 2 jours, par contre, quel enfer. Quel enfer, l'Attaque des clones. Je sais qu'il y a des fans, hein, mais c'est pas la qualité du film, c'est pas les visuels, c'est pas ce que ça raconte, hein. C'est malheureusement Anakin, hein. La direction d'acteur, les dialogues, c'est une catastrophe. Quand il revient d'avoir, entre guillemets, délivré sa mère des mains du peuple des sables, là, et qu'elle meurt dans ses mains et qu'il décide de faire un génocide, hein, de tuer tout le village, il rentre, il est face à Padmé et il lui dit... voilà, je suis devenu fou, j'ai tué tout le monde, je les ai égorgés comme des porcs, les femmes, les enfants. Vraiment, tu as en face de toi un fou furieux, un malade mental. Et elle s'assoit à côté de lui, elle lui met la main sur l'épaule et elle lui dit « Anakin, la colère est humaine. » Mais non, 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 comment ça la colère est humaine? Il vient de te dire qu'il vient de faire un génocide. Tu peux pas lui dire « C'est pas grave. » Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de cohérence, ça rend ton film bizarre. Voilà, en fait, l'Attaque des clones, le film est bizarre. C'est une folie quoi. Et ça m'a un peu attristé parce que j'en avais un bon souvenir d'enfance et tout. J'ai kiffé la menace fantôme. Et genre, j'ai vu le film. Genre, le comportement d'Anakin et de Padmé, c'est une dinguerie. Et moi, je suis pas contre les roulades dans l'herbe, ils se font des bisous, ils sont un peu amoureux. Ça, pour moi, construit le basculement de Anakin dans la série 3. Mon problème, c'est pas qu'il soit amoureux, qu'il soit mielleux même, c'est pas trop ça. C'est qu'il y a des trucs, c'est des dingueries les dialogues, quoi. Donc voilà, c'était pas le sujet de cette vidéo, on est là pour kiffer et regarder de la collection. Mais ouais, l'Attaque des clones, beaucoup, beaucoup de mal, quoi. Beaucoup de mal. Ça arrive à tout le monde de massacrer un village, l'erreur est humaine. C'est littéralement ce qu'elle lui dit. J'étais là avec ma compagne, on s'est regardé en mode quoi? Attends, c'est à ce point-là les problèmes de dialogue dans l'Attaque des clones? Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, tu vois. C'est une folie. C'est une folie. Donc, on est parti. Je commence du coup, comment j'ai trié? J'ai récupéré donc du coup toutes les cartes en x3. Hop là. Donc par 3 dans chaque sleeve, parce que vous avez le droit de jouer jusqu'à 3 exemplaires de chaque carte dans Star Wars Unlimited. S'il y a des foils, je priorise les foils, et tout ce qui est en surplus, c'est rangé dans des boîtes, et ça me permet ou de faire des échanges, ou de donner à ceux qui en ont besoin, et à qui il manque des communes. J'ai classé ensuite par couleur et par affinité. Donc là, on commence avec notamment toutes les cartes noires, quoi. Je laisse toujours une intercalaire d'écart pour pouvoir différencier quelles sont les différentes cartes. Ça, c'était les cartes neutres. Ici, on arrive sur les cartes... alors, je sais pas comment on les appelle, les cartes infamie, les cartes du côté obscur, les cartes vilainie. Il y a plusieurs noms qui sont utilisés, quoi. C'est infamie en FR, mais je préfère dire impérial ou alliance. Ouais, c'est ça, bah ok. Du coup, là, c'est les impériaux.
Donc voilà, franchement, les cartes, je les trouve très très belles, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop kiffé la DA. Moi, je les trouve vraiment magnifiques, hein. Je prends notamment le lieutenant Show Trooper, là. Il est trop stylé, en vrai. En foil, comme ça. Hop, fais le petit focus. Alors, quand il y a des cartes en arrière-plan, il y a du mal à focus. Ben, je suis désolé, moi, je trouve que c'est magnifique. Ça fait quand même un jeu old-gen, c'est très joli. Ouais, je trouve qu'il y a un bon compromis entre un jeu new-gen. En fait, toutes les données sur les cartes et la frame font très new-gen, et c'est notamment très visible, très simple, très débutant-friendly, très accessible. Mais l'ambiance de base est un peu old-gen, et moi, ça m'a pris, quoi. Ça m'a mis dedans avec un grand plaisir. Même quand tu joues avec tes decks, tu as vraiment cette sensation de Star Wars, quoi. C'est vraiment un futur. Les cartes, en fait, elles représentent bien Star Wars dans le sens où c'est un mélange entre le futur et le passé. C'est un peu ce qu'on appelle les futurs crades ou les, les futurs avec des technologies qui sont pas si avancées, tu vois. Ben, il y a un peu ce truc-là, même sur les cartes. Tu as un mix entre de la old gen et de la new gen qui, à mon sens, vachement mieux senti que ce que les gens pensent, quoi. Donc, ouais, je trouve que les cartes foil, en plus, sont très très belles. Donc non, moi, c'est validé pour moi. C'est vraiment validé. Et de toute façon, j'aurais pas collectionné si c'était pas validé. Donc là, on passe maintenant sur les cartes de l'Alliance. Pas beaucoup, hein, de cartes de l'Alliance ici, qui sont des cartes pure Alliance, qui n'ont pas d'affinité particulière, quoi. Je viens de revoir la scène. Le village, il a quand même capturé et torturé la maman de Annie. Ah non, mais attention. Je dis pas qu'il n'a pas le droit d'être en colère, Clem. Et je dis pas que le village, c'est pas des salauds. Et je comprends qu'il soit triste, dégoûté, il a perdu sa maman, elle est morte dans ses bras et tout, c'est pas le problème. C'est que quand il rentre et qu'il dit à sa femme qu'il a tué tout le monde, femme et enfant, tu peux pas juste lui dire ça arrive d'être en colère, c'est pas grave. Tu peux pas réagir comme ça. Ça décrédibilise toute la tension dramatique. Tu peux excuser, comprendre, et encore que, mais normalement, ta réaction normale, c'est d'avoir peur et de trouver que l'acte, il est ignoble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, cette scène, elle marche pas. Quand t'es spectateur et que tu vois la scène, tu te dis, ok, il y a 2 poids 2 mesures, ça fonctionne pas. Alors, en fait, tu peux même pas comprendre. En fait, tu es obligé de voir Anakin comme un gars qui a vrillé. C'est Eren Yeager à ce moment-là, Anakin. Il a forcément vrillé et donc, du coup, les interlocuteurs qui sont avec lui doivent lui faire comprendre qu'il a vrillé. Allez, on est parti. Mais bon, c'est que de la direction d'acteur. Ça enlève pas le plaisir qu'on a eu de voir tous les Jedi arriver sur Geonosis, de voir Obi-Wan se fighter contre Jango Fett sur Kamino. Le film reste sympa quand même. Ça va. Ça va, ça va. Ok, donc là, on a toutes les cartes rouges. Donc, qui est l'affinité d'agression, je crois. Pareil, hein, je trouve encore une fois que les cartes sont très jolies. Toutes les cartes sont triplées, ce qui me permet du coup de les prendre au besoin si j'ai besoin de jouer un deck. Je joue pas de deck rouge, donc là, normalement, il y a toutes les cartes. Ensuite, on a notamment les cartes d'affinité ruse ici. Très jolie. Genre, cette carte-là, je la trouve super belle, par exemple. L'astéroïde sanctuaire. En fait, le fait que la frame soit aussi brillante comme ça rend très très bien, je trouve. Voilà. J'aime bien les hyperspace, mais les foils classiques me plaisent beaucoup aussi, hein. Hop là, on refait le focus. Ici, donc, du coup, on continue avec l'affinité ruse. Le tirer en premier avec le solo comme ça, qui est assis sur la banquette, est vraiment magnifique, je trouve. Là, pareil, le Faucon Millennium ici, il marche très très bien. Pareil là. Ouais, ça rend plutôt bien en classeur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, ici, on a l'affinité commandement. L'affinité commandement, donc du coup, qui est très stylé avec les cartes que je joue dans Boba Fett, que vous voyez pas ici. Notamment réapprovisionnement qui permet de ramper. Très très joli. Cette carte-là, elle est très belle aussi, la 97e Légion. Donc vous voyez, hein, toutes les cartes sont en française. J'ai eu la chance de pouvoir acheter le jeu quand on pensait qu'il n'était pas hype, quoi. Donc du coup, ça coûtait pas très cher. Ici, on arrive sur l'affinité vigilance, je crois, l'affinité bleue. Donc là, c'est les cartes vigilance, avec notamment une petite hyperspace ici en full art, le ouvrir un passage qui est très joli.
Plutôt très sympa. On a ici un instant de quiétude avec notre ami Yoda, que je trouve aussi très sympa, très réussi. Tac. Ensuite, on passe maintenant aux affinités avec le sous-type Alliance ou Impérial. Et donc là, on a les cartes rouges avec le sous-type Alliance, donc elles sont rouges et du côté lumineux de la Force, avec notamment les nacelles d'attaque de la guérilla, qui sont plutôt des bonnes cartes. Ici, on a donc le côté Vigilance, mais avec le symbole de l'Empire. Donc là, pareil, on a des cartes qui sont quand même très stylées, hein. Je trouve que les véhicules sont plutôt bien représentés aussi. Hop, là, fait le focus. Voilà. Avec les chasseurs de l'Empire. Magnifique. C'est pas le débat Tartaleb aujourd'hui là sur le live. On n'est pas là pour parler de ça sur Star Wars. Franchement, je suis vraiment pas fan de la frame, mais le gameplay est tellement incroyable. C'est vrai, je trouve ça fou qu'on soit pas fan de la frame. Je la trouve très, je te dis, entre old gen et new gen. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'est pas fan de la frame. Moi, je l'aime beaucoup, quoi. Ok, on a un petit Gideon ici, qui est assez stylé aussi, je trouve. Et pour tous ceux qui n'aiment pas les dessins, je les trouve quand même assez sympas, hein. Toi, ce qui te gêne le plus, c'est les illustrations une fois en haut et en bas? Ouais, ça je peux comprendre. J'avoue que moi, ça me trigger un peu aussi que les événements et l'illustration inversée. C'est un parti pris qui est un peu particulier, qui est osé. Et j'avoue que j'ai un peu de mal. On a le compte Doku qui est trop stylé aussi, hein. Je vous le montre. Ouais, il y a un côté années 90, je suis d'accord. Moi, justement, j'aime bien un côté un peu Netrunner presque, tu vois. C'est pas Disney qui édite, non. C'est Fantasy Flight Game et c'est distribué par Asmodee en France. Hop là, allez, compte Doku, fais ton petit focus. La caméra, elle est capricieuse, hein, cette caméra, hein. En fait, elle focus sur ce qui se passe derrière. Voilà. Voilà, très très réussi. Compte Doku qui est très stylé. Un des points forts de l'attaque des clones, hein, pour essayer de contrebalancer mon avis sur malheureusement Anakin qui est pas très crédible à l'image. Compte Doku, super personnage, quoi. Très très cool. Pareil pour la frame, le truc qui me choque, c'est que un coup la box est en haut, un coup la box est en bas. Bah, tous les événements, la box est en bas. C'est un parti pris qu'ils ont fait, qui m'a un peu aussi troublé au début, mais finalement on finit par s'y faire quand même. Salut Boba Fett 17. On continue avec. Alors lui, il fait débat. En fait, la plupart des gens qui trouvent que le TCG est moche, ils prennent souvent pour exemple ce Han Solo, qui effectivement a une drôle de tête. C'est vrai. C'est vrai qu'ils lui ont fait une drôle de tête, mais il y a plein d'autres cartes sur lesquelles il y a Han et qui rentrent très très bien, que ce soit la showcase ou alors le shot first. Bon, je ne sais pas tellement pourquoi ils ont fait ça. On arrive donc du coup sur l'affinité commandement avec la couleur de l'Empire. Là, on a une carte qui est trop forte dans le TCG et qui en plus est magnifique. C'est notamment le barrage dévastateur. Oh, regardez, ça c'est pas incroyable comme illustration. Je trouve ça ouf. Ah, je suis désolé, Aveline. Et encore, t'as pas vu les cartes de collection, quoi. Pour Doku, je te le redis, il faut regarder Clone Wars. Ouais, mais je sais, tout le monde me dit de regarder Clone Wars, mais j'avoue que ça m'attire pas plus que ça pour l'instant, la DA. On a ici donc les Short Troopers chevronnés aussi. Je trouve que la carte, elle est magnifique. Marche très très bien. On arrive sur les cartes ruses avec le sous-type Empire. Ça, c'est la plupart des cartes qu'on joue dans Boba Fett, en fait. Les cartes agressives, sous-type Empire, avec l'étranglement de force, tellement iconique. Avec notre ami Vador. Un de mes personnages préférés, hein, le petit poteau Dark Vador.
D'ailleurs, en ayant rematé la prélogie, là, j'avoue que j'ai un gros kiff sur Qui-Gon Jinn. Je trouve le gars incroyable. C'est un des seuls gars qui est. Tu sais, tu sens que l'ordre Jedi, c'est un peu comme les Sith finalement. Ils sont matrixés. Ils ont un peu une posture de base. Et il y a un peu ce truc, qu'importe qu'ils aient raison ou tort, c'est l'ordre Jedi et ses décisions qui comptent et qui prévalent. Et Qui-Gon, il est un peu gris, tu vois. Il a un peu ses propres conclusions, ses propres avis, et il n'hésite pas à remettre en cause l'ordre Jedi et les décisions de l'ordre, à imposer ses choix, notamment sur la prise en charge d'Anakin, celui qu'il voit comme l'élu qui rétablira l'équilibre dans la force, et il avait raison, parce que quand bien même il est passé par le côté obscur, c'est lui à la fin qui détruit le grand seigneur Sith au noir. Et donc forcément, je trouve que ça donne beaucoup de crédit, beaucoup plus en tout cas que ça donne beaucoup plus de crédit à Qui-Gon Jinn qu'il en a dans cette prélogie-là. Alors peut-être que dans les univers étendus, il est plus mis en avant. Moi, j'avais pas un souvenir très marquant de Qui-Gon Jinn parce que j'avais pas revu les films depuis longtemps. Et je le trouve incroyable en fait. J'adore la nuance qu'a le personnage. Moi, je suis un gars qui aime la nuance. Et je trouve que Qui-Gon Jinn, il a une vraie nuance. En plus, il est très charismatique, hein, Liam Neeson, dans le rôle. Donc ouais, gros kiff sur Qui-Gon Jinn, ouais. Hop, là, on avance. On a l'empereur Palpatine. La carte, elle est vraiment forte en plus, ici en hyperspace. C'est un gros pâté, mais lui, quand tu le déploies, c'est chaud, 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 quoi. Merci, canne à sucre. OMG, le spoil. Ça va. Moi, je trouve que dans Star Wars, il n'y a plus de spoil. Tu vois, c'est genre, on a passé assez de temps. Let's go, quoi. Votre manque de foi me consterne. C'est quoi déjà? C'est qui dit ça? Ok, donc là ensuite on a l'aspect vigilance avec donc du coup l'alliance. Vador quand il étrangle un mec, je crois. Ok. Ici, l'affinité commandement avec l'alliance, pareil. Il étrangle l'amiral Motti. Ok, ok. Ah oui, mais en plus je l'ai vu. C'est dans l'Empire contre-attaque. Je l'ai vu il y a une semaine, je pense. Clairement, le top 3 des Jedi, c'est Obi-Wan, Qui-Gon et Yoda. Après, mettez dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous. Possible. Mais du coup, ouais, moi qui n'étais pas un féru, en fait, j'ai grandi avec la prélogie, donc j'ai un peu un côté nostalgique de Star Wars, c'est un acquis de l'enfance, mais j'ai pas revu les films énormément. Et donc Qui-Gon, c'était l'ancien maître de Obi-Wan que tu vois dans La Menace Fantôme. C'était pas trop un personnage emblématique. Je me suis pas assez intéressé à l'univers étendu et j'ai pas assez revu les films pour lui donner plus de crédit que ce que j'en avais de mon souvenir d'enfance. Et en fait, j'adore le gars. Je le trouve incroyable. Là où Obi-Wan, je trouve qu'il commence vraiment plus à briller. Même s'il est cool dans l'Attaque des Clones, je pense qu'il brille vachement plus dans La Revanche des Sith. Oui, après, dans le 5, il étrangle pas mal de monde. Dark Vador, c'est vrai. Il passe son temps à étrangler des gens dans le 5, c'est une dinguerie. Ok, on arrive sur les leaders maintenant. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils... Je sais pas ce qu'ils lui ont fait à Han Solo, là, sur le leader. J'avoue. Et c'est dommage parce que les gens ils prennent en exemple ces cartes-là pour dire que la DA elle est pas ouf, alors que franchement les cartes elles sont cool, tu vois. À côté de ça, si tu reprends le shot first, il est incroyable dessus. Le petit Anne. Allez, fais le focus, ma belle, s'il te plaît. Elle veut pas, hein. Là pour le coup il est incroyable. Je trouve assez ouf que la DA de Star Wars Unlimited l'ait validé ce solo, beaucoup d'audace. Ouais, et ben finalement, tu vois, ils auraient pas dû parce que les principaux détracteurs, ils vont te montrer ce Han Solo alors qu'ils vont pas te montrer ce Boba qui, moi, je trouve est complètement ouf, quoi. Genre là, pour le coup, je trouve les couleurs, la carte, le rendu, l'arrière-plan, euh, à tous les détracteurs qui posent des Han Solo pour dire que le jeu est moche, montrez-lui ce Boba là, montrez-leur ce Boba et je pense que ça rééquilibre un petit peu les débats, quoi. Donc sur tous les persos qu'on a, on a Boba Fett, Jyn Erso, le Grand Amiral Thrawn, Han Solo, IG-88,
Désolé, hein, j'ai pas mis du respect sur son nom quand j'ai dit que j'avais droppé cette showcase là, mais je connaissais pas le personnage. Il y a plein de gens qui m'ont dit: oh, comment tu parles de IG88? Je dis: mais désolé, moi je le connais pas, les poulets. Je suis désolé. On a ici Cassian Andor, le Grand Inquisiteur, Leia Organa, le Grand Moff Tarkin. Et là, pour le coup, tous les personnages sont trop ressemblants. Andor, j'ai pas vu la série, mais je vois l'acteur, ça marche trop bien. Le Grand Inquisiteur, c'est exactement le même que dans la série Obi-Wan. Leia Organa, bah, c'est juste Leia, hein, vous la voyez pas, je vous la montre. Euh, Très très réussi, je trouve. Hop là. Enfin, vraiment, je vois Carrie Fisher, quoi. Donc très réussi. Pareil pour le Grand Moff Tarkin. Donc ouais, non, il y a deux, trois cartes qui sont loupées et c'est bizarre qu'il les ait validées. Palpatine est magnifique, que ça soit sur sa showcase. Je pense que derrière Boba, c'est la plus belle showcase, celle de Palpatine. L'empereur Sith avec sa capuche, là, il rend trop trop bien sur son trône. J'adore, hein, vraiment, il est incroyable, Palpatine. En plus, le gameplay du deck est trop cool. Donc trop bien, ils ont fait donc du coup Hera, Chewbacca, Iden Versio, Directeur Krennic et Chirrut Imwe, je sais pas si je le prononce bien, pardonnez-moi. Palpatine, faut montrer l'unité. Ouais, je l'ai montré, elle est un peu moins bien, j'avoue. Mais lui, il est incroyable, quoi. Alors que pour le coup, c'est pas que Han Solo est moche, c'est qu'il est pas raccord avec le reste de la DA. Ça fait un ensemble pas cohérent, c'est dommage. Ouais, peut-être. Ici, on a toutes les bases. Bon, je trouve que les bases, c'est sympa, mais c'est pas non plus le truc le plus marquant. J'avoue que c'est pas ce qui me chauffe le plus. Ici, on a les légendaires. Alors, pour pouvoir me payer les cartes de collection que je voulais me payer, j'ai revendu toutes les légendaires que je jouais pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. J'ai juste récupéré des Kuning parce que je peux adapter mon Boba vert en Boba jaune. Et j'ai récupéré des Force Lightning parce que je peux adapter mon Boba pour passer en deck Palpatine qui me fait bien kiffer. Et donc j'avais besoin des Force Lightning et besoin des Devastators aussi. Pour toutes les autres cartes légendaires que je ne jouais pas, toutes les cartes bleues, les cartes rouges et tout, j'ai tout revendu pour pouvoir justement me récupérer les jolies cartes de collection que je vais vous montrer. Ici on a toutes les Hyper Foils qui sont très recherchés, hein, même si c'est des communes ou des Unco. Les cartes sont évidemment très recherchées, donc toutes celles qui me restent. Ici, on a, hop là, l'effet le focus. Comme ça, je vous montre à quoi ressemble une hyper foil de qualité. Hop là, l'esquif d'escorte. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très brillant. On a effectivement des print lines. J'ai dit, notamment quand je faisais ma découverte des cartes, qu'il n'y avait quasiment pas de print line et que c'était quand même de très bonne facture. Je reviens un petit peu sur mon propos. Effectivement, on a quand même des print lines, vous les voyez. Hein. Print line, voire même quand c'est des hyperfoils, tu as facilement des traces tu vois, ça c'est probablement moi, à force de rentrer la carte dans le classeur. J'ai pu faire ces traces-là qui ne sont pas des print lines. Mais globalement, pour des surfaces de foil aussi importantes, ça reste quand même de plutôt bonne qualité par rapport à ce que vous pouvez trouver sur d'autres TCG, quoi. Donc, je continue à appuyer mon propos que Star Wars, que ça soit sur le centrage, sur les points blancs, j'appuie le propos que la qualité de production est quand même de très très bonne facture, quand bien même on a quand même des print lines sur les cartes de collection. Ici, pareil, c'est toutes les Hyperspace Foil. Regardez, on a l'attaque furtive, elle est magnifique. Magnifique. Hop, faut que je cache pour qu'elle puisse faire le focus. Ah, dès qu'il y a des cartes en arrière-plan, c'est un enfer hein, de lui avoir le focus. Voilà. C'est quand même très beau. Hein. Enfin, je trouve que c'est très réussi, en tout cas, moi. Hop là, là, on a la suite de toutes les Hyperspace. Là, on arrive sur les cartes que j'ai gagnées lors de mon premier tournoi. Vous gagnez des boosters, avec notamment des cartes promotionnelles à l'intérieur qui ont des nouvelles frames. J'avais eu notamment ce petit Grido en foil qui est très joli. Que je joue dans Boba, donc je pourrais peut-être le mettre dans mon deck. Avec un espèce de Search Foil à la Magic. Je pense que ça, vous connaissez pas forcément.
Mais voilà, en fait, à chaque fois que vous participez ou que vous remportez un tournoi, vous allez avoir des boosters avec des cartes promotionnelles. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir des cartes promotionnelles foil. Et, euh, et elles ressemblent à ça et elles sont plutôt cool, quoi. Ah bah merci beaucoup, Hashtaka, bienvenue à toi. Donc ça, c'est la fin du classeur. Globalement, ça me permet, à part les légendaires que j'ai revendus, de jouer un petit peu tous les decks que je veux. Et c'est rangé par couleur pour que, bah, admettons, dans mon deck, j'ai besoin de 3 projections de force. Hop, je prends et j'ai mes 3 projections force. C'est comme ça que j'aime ranger et ça prend surtout moins de place que de mettre 3 cartes sur chaque ligne, quoi. Yoval, tu mets pas de double sleeve sur des cartes comme ça à 7 euros. Ben en fait, quand je les ai rangés, ça valait pas 7 euros. C'est un peu ça le problème, c'est que Star Wars Unlimited, ça a pris énormément de valeur. Moi, quand j'ai acheté mes cartes, ça valait pas ce prix-là. Donc non, sur des cartes communes et Unco, quand bien même c'était des Hyperspace Foil, bah, je les ai pas du tout double slivés, non. Et ça valait pas ce prix-là, donc non, je l'ai pas fait, mais je le ferai probablement, quoi. Je le ferai probablement plus tard. Un deck contient combien de cartes? 50, si je dis pas de bêtises. Florian Nigno, vous me corrigerez si jamais je me trompe, quoi. Faut plus y toucher maintenant. Ça va. Ça va, ça va. C'est pas très grave si ta carte à 7 euros, elle a une fine rayure. C'est pas. J'ai des cartes beaucoup plus cotées qui, du coup, nécessitent beaucoup plus de protection. Le partenaire Ultimate Guard qui fait de magnifiques Sidewinder. À l'intérieur, j'ai les 2 decks que je compte jouer. Alors, j'ai déjà fait un tournoi en jouant Boba et j'avais prêté Sabine. Ce sont les 2 decks que j'ai de monter. Je vais peut-être monter Leia à la place de Sabine parce que j'ai vu que c'était plutôt pas mal. Et Boba, je peux le démonter pour monter Palpatine, ce qui me donne quand même une range de possibilités sur ce set 1 qui est assez large. Et j'espère pouvoir aussi me récupérer le full set du chapitre 2 quand ça sortira en juillet. Alors, je vais commencer par le premier deck. Pour moi, ça fait partie de la collection. Je suis joueur et collectionneur. Je pimpe un peu. La plupart des cartes sont foil dans les decks. Donc j'estime qu'à la base, on a des cartes pour y jouer et que ça fait partie de la collection que de vous montrer les cartes de jeu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le deck rapidement. Donc vous voyez, j'ai essayé de mettre toutes les foils possibles dans le deck. Je trouve que le X-Wing de l'Alliance, il est magnifique. Alors là, vous avez la sleeve et la double sleeve, hein, donc désolé pour les reflets, les poulets. Mais c'est quand même très très cool. Hop, bah ça parfait le focus. Focus, dis donc. Hop. Et on va mettre un petit coup de zénithal. Voilà, mais on est bien. Qu'est-ce que c'est cool du setup professionnel comme ça. La petite nacelle d'attaque ici, elle est magnifique, je trouve, en foil. Cette carte-là qui est vraiment très forte pour une cause dans laquelle je crois. Tu doubles sleeve comment avec les katanas? En pinçant bien la sleeve. En pinçant bien la sleeve. Une fois que c'est fait, après, c'est nickelus. Mais c'est vrai que pour les sleeves katana sont tellement fit, ce qui donne d'ailleurs ce smooth au mélange incroyable, que c'est vrai que quand tu veux double sleever, tu as l'impression que ça rentre pas. Faut forcer un peu, quoi. Faut forcer un petit peu. Ouais, j'inverse par contre. Première sleeve par le haut et autre sleeve et la grande sleeve par le bas. Carrément. K2SO qui est une des meilleures cartes du deck et qui a pris pas mal de valeur pour une rare. Hein. Ça doit bien coûter 7-8 euros, je pense. Ce qui est pas donné. Hop là, là, on en a un petit foil. Ça fait plaisir. Ah, elles sont belles les cartes foil. Hein. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment pas. Vous savez pas ce que vous loupez, quoi. Franchement, Star Wars, actuellement, hein, je trouve ça tellement kiffant. C'est vraiment ce truc de t'arrives au fromage après un bon repas, t'as un bon camembert qui tourne, et il y a un gars, il te dit: ah non, mais moi j'aime pas trop le fromage, j'aime pas trop le camembert. Et tu lui réponds en mode: putain, tu sais pas ce que tu loupes, quoi. Tant pis pour toi, hein, dommage. C'est Star Wars, quoi. Star Wars, c'est un bon calendos, quoi.
Ici, on a la petite Sabine en full art. Tac. Et la petite base. Tac, tac, tac. T'as dû acheter beaucoup de produits scellés pour avoir toute la collection. J'ai acheté à l'unité, j'ai acheté 6 boîtes, ouais. 6 boîtes françaises. Donc oui, pas mal, ouais. Pas mal. J'ai eu la chance d'acheter ça au moment où ça valait pas 2 demi-bras. On a Sacrifice héroïque, Renfort Ewing, ça c'est le side. Une seule, une showcase Sankai. Ce qui est déjà très bien, IG88. Que j'ai revendu évidemment. Histoire de pouvoir, vous allez voir, récupérer les cartes de zinzin que je vous garde pour la fin de cette petite vidéo. Et ça, c'est les tokens. Ça vous permet d'avoir des améliorations sur vos personnages. Que ce soit des marqueurs plus 1 ou des boucliers. Il y a pas mal cette dynamique-là dans le jeu. Donc du coup c'est bien d'avoir les tokens, quoi. Hop. On remet ça dans le deck. Je voulais partager une photo de carte DBZ sur le Discord collection, mais pas accès. Je pense que c'est parce que tu n'as jamais parlé sur le Discord, Flonigno. Pour avoir accès au salon, il faut juste poster un message dans le général. Juste dire bonjour, et après, du coup, tu as accès au salon. Star Wars, tu l'avais acheté où? Si tu peux le dire, bien sûr, à l'époque, Play-in. J'ai acheté sur Play-in. Je fais pas partie, je sais qu'il y a eu beaucoup de... Comment on peut dire ça? De désamour de la communauté, du fait qu'en fait les produits ont fini, je prends la pause pour parler de ça vite fait, du fait que les produits ont fini par être en rupture de stock, notamment sur les boîtes françaises. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu d'un mauvais œil que des créateurs de contenu reçoivent des boîtes, voire des cases gratuites. Il faut savoir que ça n'a pas été notre cas avec PL, on a eu absolument 0 centime de la part de Star Wars Unlimited. Quand bien même ça aurait été le cas, j'en aurais pas eu honte et je vous l'aurais dit et j'aurais été très content de recevoir du produit. Et je ne vais pas vous cacher que j'espère en recevoir, avec la mise en avant que j'ai donnée au chapitre 1, j'espère recevoir des produits au chapitre 2. C'est pas deal, j'ai pas d'informations, mais j'apprécierais. Et je sais qu'il y a un peu ce truc de putain, il n'y a plus de boîtes françaises et compagnie, mais il y a eu des créateurs de contenu qui ont été rincés. Mais en même temps, au moment où Star Wars est sorti, et au moment où ils ont proposé ces boîtes aux créateurs de contenu, Star Wars, ça n'avait pas la cote, les poulets. Et les displays, ils sont restés en libre service assez longtemps, hein, honnêtement. Puisque moi, j'ai pas eu mes displays au moment de la sortie, j'ai eu le temps d'ouvrir 2 displays en live, quand bien même je les ai commandés après la sortie, de trouver ça sympa, de recommander des displays, de les réouvrir, et il y avait encore plein de displays disponibles. Ça a mis du temps à être stock out. Donc comme le jeu, entre guillemets, n'avait pas l'air de bien marcher, ou en tout cas n'était pas très attendu, les boutiques n'avaient pas énormément commandé, le fournisseur ne s'attendait pas à un gros succès, c'était normal de leur part, vous ne pouvez pas en vouloir à Asmodée, d'avoir essayé de pousser le jeu en proposant des produits à des créateurs de contenu. Donc pour la communauté Star Wars, si vous regardez cette vidéo-là, il ne faut pas en vouloir aux créateurs de contenu qui ont reçu des boîtes. Ils participent aussi à la démocratisation de votre jeu, au fait que finalement le jeu est un succès et que vous allez, au-delà de plus avoir de produits du chapitre 1, peut-être avoir un chapitre 8, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Donc je préfère le dire quand même. Moi, pour le coup, j'en ai pas eu, mais si j'en avais eu, j'aurais été très content de ça. Donc voilà, deuxième deck, c'est parti. Il faut surtout être content pour les autres. Ouais, non, mais je sais bien. Après, du fait qu'il y ait les pénuries et tout, bah, les gens ils se disent en mode ah, il y a pénurie, mais il y a des créateurs de contenu qui ont plein de boîtes. C'est pas les créateurs de contenu qui ont fait la pénurie, les gars. C'est que dès que le jeu il a eu du succès, bah, il y a des gens qui se sont rués sur les boîtes. Voilà ce qui s'est passé. Toi qui as de l'expérience des TCG à la sortie du 7-2 au 12 juillet, tu penses que les précommandes arrivent quand en moyenne sur Play-in? Moi, en tant que professionnel, je crois que les précommandes, elles sont vers le mois de mai. Donc j'imagine que Play-in se positionnera à ce moment-là, je pense, Sankai. Le mois de mai. J'ai pas d'infos très précises, mais je crois que c'est ça. On a Energy Conversion Lab en foil, donc du coup, qui est la base de mon leader. On a un Boba Fett ici en version full art, qui est magnifique, lui, je le trouve. S'il y a une carte qui m'a convaincu que Star Wars, c'était beau et cool, c'était Boba Fett. Voilà.
j'ai trouvé la carte exceptionnelle. Après, attention, hein, peut-être que Play-in va lancer les précommandes avant. Sankai, prend pas mon expérience pour acquise. Nous, en tout cas, on essaiera avec la belle carte d'avoir du Star Wars Série 2. En tout cas, on compte bien en avoir. Je sais pas si on fera des précommandes ou pas. Je sais pas à quel point il risque d'y avoir des cuts et compagnie. Euh, donc voilà, j'ai pas trop d'informations à te donner à ce sujet-là, quoi. Ici, on va maintenant partir sur le deck Boba Fett qui m'a régalé. J'ai fait mon premier tournoi avec et je me suis vraiment fait plaisir. Vous allez voir, il y a des sleeves vides. Les sleeves vides, c'est des cartes de collection que je mets dans des cartes case quand j'ai pas besoin de les jouer parce que c'est des cartes d'un peu de belle valeur. Et j'étais pas capable d'avoir à la fois les cartes de jeu et à la fois les cartes de collection. Ça coûtait déjà tellement cher d'avoir les cartes de collection que je suis obligé de jouer avec les cartes de collection. J'ai pas pu doubler les cartes, vous allez comprendre. Donc là, on a le deck Boba. En plus, il est trié parce que j'avais fait une petite présentation du deck après mon premier tournoi. Donc, tout ce que je peux avoir en foil, notamment les communes et les Unco, j'ai essayé de les avoir en foil, évidemment. Vous avez des reflets parce que tout est double slivé, hein. Mais c'est vraiment le plaisir de jeu était présent, quoi. Un petit hyper foil ici. Moi, je suis plutôt team, je revends mes hyper foil et j'achète les cartes en foil. Je suis plutôt team foil que hyper foil. Mais bon, après ça, c'est personnel. Hop là, deux sleeves manquantes pour l'ami Dark Vador, qui est donc du coup la carte tant attendue qui a pris énormément de valeur. On a ici Bosque. Hop là, attendez. Fais un petit peu le focus, Pouletto. Voilà. Ici, on a Boba et Boba Foil, que j'ai eu la chance d'ouvrir sur mes boîtes. Le petit Boba Foil. J'ai ouvert qu'un seul Dark Vador et que deux Boba, dont un foil. C'était pas non plus Byzance en termes d'ouverture, mais au moins j'ai eu ce petit Boba foil qui était quand même sympa et la showcase IG. Donc j'ai eu une showcase, je peux pas trop me plaindre, même si c'est, je pense, la showcase la moins intéressante. Et les petits Grido en foil ici. Ça, c'est le deck Boba. Moins un Boba et deux Vador. Vous allez comprendre pourquoi après. Là, pareil, c'est les tokens, pardon, qui sont généralement au dos des bases. Voilà, tu as les tokens en full art. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli, pardon. Et ici, on a donc le side avec tiré en premier en foil. La carte, elle est magnifique, je trouve. C'est partie des plus belles cartes du jeu, je trouve. En hyper foil. Elle est incroyable. Et en foil classique. Là, on a donc du coup Traître, Guet-apens, le petit Rentless pour le grind game, le petit marchand en renfort. Voilà. Il me manque juste les 3 bobas pour ce deck. J'ai eu la chance d'avoir les Vador sur mes displays. Ah bah GG à toi. GG à toi. Il y a plein de gens qui ont ouvert plein de Vador. Ça n'a pas été mon cas malheureusement. Je vais pas te répondre sans Kai, tout simplement parce que moi je suis partenaire de Play-in. Donc forcément je ferai pas de concurrence et je vais pas citer d'autres acteurs. Il y a plein d'autres acteurs qui sont très compétents et avec qui même on peut entretenir de très bonnes relations. Mais tu te doutes bien qu'en vidéo, je vais mettre en avant mon sponsor qui est Play-in. Donc en termes de gros revendeurs en France, tu as Play-in. Et puis si je dois mettre en avant un petit revendeur, je vais prêcher pour ma société, aka La Belle Carte, qui on estime prendra de plus en plus de place dans le contenu multi-TCG. On redirigera toujours par contre pour Magic notre communauté sur Play-in. Et La Belle Carte se développera seulement sur Vogue pour Magic, mais sur le site internet pour du multi-TCG. Ça te dérangerait de nous montrer sans les sleeves la différence entre hyper foil et foil? Non, ça me dérangerait pas, si tu veux. Je peux te faire ça avec plaisir, on est là pour ça. Mais tu vas voir, ça vient pas tant de la sleeve, c'est la frame qui est différente. Voilà, là tu as la différence entre les deux. Je trouve ça vraiment très très beau, hein. Encore une fois, le bon camembert, hein. Si les gens aiment pas, tant pis pour eux, quoi. Nous, on se fait plaisir. Ouais, c'est ça, c'est full art, c'est art étendu à droite en fait.
Et donc quand je sleeve, hop, à l'envers, la sous-sleeve, à l'endroit, la sleeve de jeu. C'est fini du coup pour le deuxième deck, c'est déjà pas mal, hein. Franchement être capable... moi ça me fait surtout kiffer d'avoir deux decks, ça veut dire que je peux faire découvrir le jeu. Et tu vois typiquement l'autre fois, quand j'ai fait mon premier tournoi, bah, j'ai appelé un pote à moi, qui avait jamais joué à Star Wars, je lui ai dit écoute ce soir je vais à Marseille, je vais faire un tournoi, j'ai un deck pour toi, est-ce que t'es chaud de tester? Il m'a dit oui, et du coup j'ai pu lui prêter un deck. Et ça c'était trop cool, tu vois, de pouvoir prêter un deck, ça veut dire pareil que si jamais je veux avec PL, ben, je peux lui prêter un deck, et on se fait une petite game, tu vois, et on filme ça et on vous la partage. Donc voilà, très content de pouvoir prêter mes decks, de pouvoir tu vois, faire vivre aussi un peu à mon échelle la communauté, mais même de manière au-delà de la visibilité de ValetPL, juste même en interne, être capable de prêter des decks pour que les gens qui n'ont pas les sous forcément de monter des decks compétitifs plus joués, c'est un truc qui me fait un peu kiffer, quoi. En tout cas, le jour où mon camembert brille, j'y touche pas. Ouais, fais attention, Mizikaza. Ensuite, on passe aux cartes de collection. Ici, on a un Luke Skywalker en Judge. Alors, j'ai appris que ces cartes existaient. C'est les premiers leaders du kit de démarrage, mais dans une version estampillée Judge. Je sais qu'à Magic, c'est des cartes qui peuvent être recherchées. Pareil pardonnez-moi, à Flesh and Blood. Quand j'ai récupéré ces cartes, je ne sais pas quel prix ça vaut actuellement, mais en tout cas, moi, quand je les ai achetées, j'estimais que pour des cartes Judge, c'était plutôt un bon prix. Je les trouve très belles. Elles ont un espèce de Surge Foil qui est inhabituel pour Star Wars. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de les cliquer. Et en tout cas que probablement j'aurais peut-être plus de mal à les cliquer plus tard, quoi. Donc là on a Vador, qui est pareil, le leader du kit de démarrage. L'avantage de ce Vador-là en plus, c'est que lui il est jouable. C'est un très bon leader dans le jeu compétitif. À la différence de Luke qui est un peu moins bon. Donc dans tous les cas, ça me permet de pimper mon leader si jamais j'ai envie de jouer Vador, quoi. Plutôt très sympa. Ah bah ouais, ça m'intéresse. Il peut m'envoyer des photos sur Discord de Big83 selon ce qu'il a. Ça se fait souvent de prêter des decks. Près de chez moi en France, il y a un LCS qui fait du Magic, mais c'est principalement du DC. J'ai aucun deck DC. Ça se fait énormément. Il faut savoir que les communautés de joueurs ont besoin de renouveler leur base de joueurs pour pouvoir avoir tout le temps des gens qui participent à leur tournoi et pouvoir jouer aux jeux qu'ils aiment. Et donc ça passe notamment par l'introduction des nouveaux joueurs. Et on se doute bien, surtout quand tu fais du Duel Commander, qu'un nouveau joueur, il a peut-être pas un SMIC à dépenser dans un deck. Et que peut-être que pour se faire un avis sur le format, il faut peut-être d'abord qu'il ait la capacité de jouer sans dépenser beaucoup d'argent. Et donc évidemment que ça se fait de prêter des decks parce que ça participe à réunir des nouveaux joueurs, partager ta passion, kiffer, c'est aussi le côté communautaire. Magic, ça s'appelle Magic l'Assemblée et c'est pas pour rien. Et tous les TCG reprennent ce côté. Venez tester le jeu. La plupart des gens qui t'accueilleront dans ton local game store ou alors dans les communautés diverses des TCG auront vraiment à cœur de faciliter ta prise en main pour que tu puisses apprécier le jeu, rentrer dans leur communauté et avoir toujours plus de partenaires de jeu. Donc c'est pas que ça se fait de prêter des decks, c'est sine qua non de la réussite et de la bien-portance pour moi d'une communauté que de prêter des decks. Et que ça soit notamment dans Flesh and Blood, qui a une communauté super en France, que ça soit à Star Wars Unlimited, que ça soit à, euh, à One Piece, à Magic ou quoi, c'est même genre très très répandu de prêter des decks pour justement essayer de faire rentrer le plus de personnes dans ta communauté, Weasley. En tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et il me semble d'expérience que ça fonctionne comme ça aussi ailleurs. Maintenant, on arrive sur les bangers, les hyper foils assez recherchés, avec notamment la boba. Alors, j'avais pas les finances de me les prendre en française. En tout cas, il a fallu faire des choix. Donc, je suis parti sur la version anglaise, que je trouve quand même très jolie. Le seul défaut que j'ai avec les cartes Star Wars, c'est le bac, que je trouve qui fait pas très TCG, je trouve. Ils ont trouvé un super compromis entre old gen et new gen, je trouve, sur la DA de base de la carte. Et je trouve que pour le coup, sur le dos, il y a vraiment un côté un peu new gen, jeu de société, qui est pas très réussi. Je crois que j'aurais préféré un dos de carte avec peut-être le logo Star Wars en mode générique défilant, jaune, un peu plus daté. Et c'est le seul reproche que je ferai sur la DA de Star Wars, vraiment, c'est le dos de carte dont je suis pas très très fan, quoi. Mais ça tombe bien, tes cartes, tu les regardes plutôt de face que de dos.
donc ça va. Et disons que sur le dos de tes cartes, il y a une sleeve la plupart du temps. Donc voilà, Boba hyper foil, je trouve la carte exceptionnelle. Genre le visuel, le côté rose du casque et tout, incroyable quoi. On est sur un bon 200 €. Ça valait pas du tout ça quand je les ai achetés, hein. Toutes les cartes que j'ai achetées, je les ai achetées avant que le jeu devienne hype. Donc c'est l'avantage d'avoir mordu directement dans Star Wars. 2-3 semaines après la sortie du jeu, moi j'ai vraiment mordu et tout récupéré. Ça m'a permis de récupérer des cartes que je pourrais pas récupérer au prix où elles sont actuellement. C'est presque un casque de foutu S, Floninho, pour continuer la discussion qu'on a eue avant le début de cette vidéo. On a notre ami Luke Skywalker en version hyper foil aussi, pareil en anglais. La carte est très très belle, je trouve aussi. La composition est très sympa, avec cette pose comme ça, un peu muséum. Ouais, très réussi, je trouve. Le Luke Skywalker légendaire, qui en plus est joué dans quelques decks. Donc voilà, si jamais je veux jouer des Luke, j'en aurai plus que 2 à acheter pour pouvoir le jouer dans un deck. Très très sympa, hein, la hyperfoil de Luke Skywalker. On arrive sur du très lourd ici. Notre ami Darth Vader. Alors, il se trouve que j'ai tenté d'acheter Dark Vador hyperfoil en français. J'ai cliqué 2 commandes sur Card Market et les 2 m'ont été annulées parce que les prix ont commencé à grimper au moment où je les achetais et que malheureusement les vendeurs Card Market, s'ils ne sont pas professionnels, ne sont pas tenus de t'envoyer la carte comme c'est le cas pour les professionnels. Dès lors que tu achètes une carte à un pro, Card Market peut l'obliger à t'envoyer la carte sous peine de bannir son compte pendant X temps. Là, ce qui se passait, c'est que j'achetais mon Dark Vador en français, qui j'estimais était plutôt à un bon prix à l'époque où je les achetais, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et du coup, le vendeur, voyant que les prix augmentaient, ce qui est un peu les risques du métier, hein, eh bien, m'annuler la commande, ça m'est arrivé 2 fois. Donc, du coup, j'ai abandonné d'acheter un Dark Vador français. Je les ai achetés, évidemment, en anglais. Donc, la version hyper folle ici de Darth Vader, magnifique. Je trouve pareil que la composition est incroyable. Le côté, le fond un peu sombre avec Dark Vador au premier plan qui ressort avec son sabre laser. Moi, j'adore Dark Vador en plus, donc je trouve que l'unité, elle est ouf. Et comme j'avais eu qu'un seul Dark Vador dans mes ouvertures, il fallait que j'achète 2 Dark Vador. Je me suis dit, tu sais quoi, soyons cons. Prends-toi un deuxième, quitte à ce que ça soit cher. En fait, au moment où je l'ai acheté, pour être très franc avec vous, la différence entre un Dark Vador non foil et un Dark Vador hyper foil, donc il y a 4 ranges d'écart, hein. Il y a non foil, foil, hyperspace foil. La différence de prix où je les ai achetés était pas assez, le delta était pas assez large pour que je n'achète pas une deuxième hyper foil. Tu les as achetés combien, si tu peux le dire? 140, je crois. 140 et peut-être 160, un truc comme ça, Soomgroup. Ce qui paraît énorme, hein. Mais en fait, le Vader non foil de base, il était déjà à 70. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, pète ton crâne. Prends tes 2 Vader en hyper foil. Et puis c'est cool, tu vois. Et ils sont très beaux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve la carte est magnifique. C'est un peu la carte qui va représenter le set, qui va rester un peu comme étant la carte emblématique de la série 1. Et pour le coup, ils ont fait un joli coup. Elle est très très belle, quoi. Peut-être, Belgarion. J'ai revendu beaucoup de légendaires. J'ai revendu ma showcase pour pouvoir récupérer toutes ces cartes-là. Donc ça n'a pas été facile, mais je m'en suis sorti. Là, on arrive sur les dingueries ultimes. On a la showcase Boba. Pareil, qui m'a matrixé. Toutes les cartes existent en normal et en foil. Exactement, en hyperspace et en hyperfoil. T'as bien anticipé la montée des prix, en tout cas, que ce soit volontaire ou pas. C'était involontaire totalement au début, puisque justement, j'ai pris le jeu quand il n'y avait pas de problème de rupture et compagnie. Et c'est quand j'ai commencé à récupérer mes cartes que ça a commencé à monter. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de récupérer les cartes que je veux au moment où ça a monté. Tout ce que j'ai récupéré, c'était avant la montée des prix. Et maintenant, justement, j'aimerais continuer à récupérer des showcases, notamment Palpatine et Leia, que je trouve incroyables.
Et les prix sont devenus tellement importants que du coup, je les ai pas récupérés. Donc on a ici notre ami Boba Fett, hop, que vous avez donc du coup en version leader, hein, non déployé, qui pareil maintenant vaut tellement cher, qui est magnifique. Et ça pareil, hein, c'est ce pourquoi on collectionne Star Wars, c'est pour ces cartes-là. Alors, j'ai quand même une critique à émettre. Moi, vous connaissez un petit peu mon avis sur les cartes, sur la finesse du foil. J'aime beaucoup les personnages non foil avec un fond foil qui sortent un petit peu et qui sont mis en avant pour donner de la perspective et de la profondeur. Sur ça, la carte, elle coche tous les critères que j'aime pour une carte foil. J'adore la frame, le fait que ce soit full art, les reflets, la composition est très belle, mais, je trouve quand même que malheureusement, la carte manque de texture. Et donc ça, c'est ce que je peux reprocher à ce foil-là. Ça manque un peu de grain, que ça soit le côté empreinte digitale de Pokémon, que ça soit le côté un petit peu granuleux du Edge Foil ou du Coach Foil de Flesh and Blood. Voilà, il me manque un peu, la carte est trop lisse, il n'y a pas d'aspérité. Et je trouve qu'ils auraient pu déployer un petit supplément d'âme, histoire de rendre ces showcases encore plus exceptionnels. Je trouve, c'est à titre personnel, quoi. Ouais, mais ça vaut le double de ce que j'ai acheté, ces cartes-là, évidemment. Est-ce que tu sais quand vous allez revendre des cartes à l'unité sur Vogue? Dès qu'on aura racheté assez de collections à Yaka et qu'on pourra vous proposer un live de qualité. En vrai, il y en a des millions des cartes. Des showcases, je pense pas, hein. Une showcase, c'est une toutes les 12 boîtes. Je sais pas combien il y a eu de boîtes en France et combien il y a eu de boîtes aux États-Unis, mais il n'y a pas des millions de showcases de chaque personnage. Non, ça c'est clair que non. Et donc ici, on a ce boba en anglais, mais la plus grosse folie, c'est le boba en français. C'est le boba en français, les amis, qui ici donc du coup est la version française, qui pareil maintenant est très difficile à trouver. Alors vous voyez, la textbox est pas du tout pareil. En fait, il y a quand même un différence de rendu, de couleur. Là, on a une textbox qui est plus rouge et ici une textbox qui est plus orangée. Mais sinon, la carte est la même. Et ouais, du coup, j'ai deux boba leaders. Le PL a flambé? Ben en fait, pas du tout, Florent Nino. C'est là où, en fait, ça s'est super bien goupillé pour moi. Parce qu'en gros, moi, quand j'ai ouvert mes 6 boîtes, j'ai revendu tout ce que je jouais pas directement, toutes les légendaires et compagnie. J'ai revendu ma showcase IG88. Et en fait, avec ça, ça m'a permis largement de récupérer ces cartes-là avant que le prix soit délirant. Donc là, le PEL, il est ouf, parce que maintenant, une carte comme ça doit valoir 700 ou 800 euros. Mais c'est pas du tout ce que j'ai payé, moi. Donc ça s'est bien goupillé pour moi. En fait, il y a eu une augmentation de prix qui est survenue juste après que j'ai pu récupérer les cartes. Mais maintenant, là où je me sens un peu piégé, c'est que, ayant commencé à récupérer ces cartes-là, j'aurais bien voulu récupérer Palpatine et Leia. Et là, pour le coup, j'ai plus les finances pour les récupérer et les cartes sont à des prix auxquels je ne consens pas me positionner. Par exemple, sur Palpatine, je crois que la carte elle est à 500 euros et c'est super cher, quoi. T'imagines, Palpatine serait plus cher que ce que j'ai payé pour chacun des bobas. Donc c'est un peu loupé, quoi. T'as été très chanceux sur ton ouverture. Je pense que dès lors que tu as une showcase, t'es chanceux parce que c'est cool. Mais ma showcase, c'était IG88, donc c'était pas non plus la folie, tu vois. Et j'ai pas ouvert de Vador et très peu de Boba. Donc je trouve que j'ai été dans la range moyenne de mes ouvertures, pour le coup. Et donc ça, c'est un peu le climax, le clou du spectacle de ma collection. Mais c'est déjà franchement pas mal. Je suis plutôt super content. Effectivement, au prix actuel du marché, je serais pas capable d'avoir le moindre Boba Fett et le moindre Vador. Mais là, ça me permet d'avoir ce petit hexagone de cartes. Pourquoi tu gardes deux Boba? Parce qu'il y en a un en français et un en anglais et que je ne sais pas lequel je préfère. En fait, j'ai eu une opportunité d'acheter un Boba français à très bon prix. Et au même moment, j'avais bloqué un Boba anglais sur Card Market. Et donc, du coup, il se trouve que les deux opportunités étant à bon prix, j'ai cliqué les deux et peut-être que je revendrai l'un ou l'autre en fonction de si j'ai besoin d'acheter notamment des cartes du chapitre 2, peut-être des showcases au chapitre 2 qui vont me faire kiffer.
Je sais pas, imagine ils nous mettent un Dark Vador ou un Anakin, je pourrais péter mon crâne. Donc probablement que j'en lâcherai un des deux, je sais pas encore lequel. Pour l'instant, je suis pas décidé, donc je conserve les deux. Par contre, pour les Vador, je conserve les deux parce que c'est les Vador avec lesquels je vais jouer, quoi. Tu revends pas l'anglais pour choper une Leia au FR? Bah moi je collectionne plutôt en anglais, donc si je devais revendre un des deux, ça serait peut-être plutôt le français. Mais ouais, je pourrais, c'est vrai que t'as raison. Je pourrais revendre un Boba pour récupérer Leia ou Palpatine. Peut-être, peut-être. J'avoue que je me suis pas penché trop sur la question. En fait, je trouve que les prix sont tellement délirants actuellement. Mais c'est vrai que du coup, si les prix sont délirants, ils sont aussi délirants pour ma revente. Ce qui fait que même si je trouve que Leia et Palpatine sont trop chers, Boba aussi est trop cher. Et donc du coup, peut-être que ça me permettrait de récupérer les autres. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de Star Wars. C'est déjà énorme, hein, évidemment. Vous vous rendez compte que j'ai déjà pas mal récupéré de set 1. Alors, je suis loin d'avoir les 16 showcases comme on voit passer sur certains groupes, notamment chez les Américains, où ils sont trop forts, les Américains, ils sont fous. Mais c'est déjà assez ouf, quoi. Ou garder une et jouer l'autre. Ouais, ça peut être une possibilité. J'ai pas tellement défini quelle va être ma position sur ça. Pour l'instant, je suis content d'avoir les deux. Les prix sont si ouf que faire n'importe quel move, ça fait peur. Moi, non, moi, il n'y a rien qui me fait peur parce que, comme je te dis, j'ai tout récupéré à bon prix. Et du fait que j'ai tout récupéré à bon prix, j'aurais pas de perte, quoi qu'il advienne, qu'importe le move, tu vois. Et j'estime que quand tu vends une carte à un instant donné, admettons que là, le Boba, je le vends 700 euros. Admettons que dans 3 ans, il vaille 3000 euros. Ben, je raisonnerai pas par le prisme de ah putain, j'ai perdu 2300 euros. Non, si je l'ai vendu 700 euros, ça m'a permis d'acheter autre chose dont j'avais besoin. Moi, ma collection, elle est vouée à bouger. En fait, j'ai pas les finances pour pouvoir acheter tout ce que je veux, argent comptant. Donc du coup, forcément, ma collection, elle bouge, elle est amenée à évoluer. Des fois, je me sépare de cartes qui me plaisent pour pouvoir en acheter d'autres qui me plaisent plus. Et, et dans ce cas-là, j'essaye de ne pas avoir de regrets quand je vois les cotes a posteriori. Sinon, dans ce cas-là, tu as des regrets sur tes cartes Pokémon de l'enfance, tu as des regrets sur tes cartes Magic des années 90-2000. Tu finis par avoir des regrets sur tout, en fait, tu vois. Donc, ce qui compte, c'est le prix de tes cartes à un instant donné. C'est pas le prix de tes cartes dans 3 ans. Sinon, tu revends rien et c'est compliqué, je trouve, quoi. Par contre, Val, en avoir plusieurs, ça te donne pas envie d'en grader une, par exemple? Si, si, pourquoi pas, ça pourrait, ouais. Ça pourrait, je les vois vraiment comme des cartes de collection, je les trouve très belles, donc ça pourrait, Aveline. Tout simplement, ouais. Je pourrais en grader une des deux et jouer avec l'autre, c'est vrai. J'ai le Vador Hyperspace, il est très beau, hein. Mais j'ai pas le Luke par contre. Je sais pas s'il est vraiment utile en game. Pour l'instant, il est pas joué, mais c'est des cartes qui sont puissantes. Ça sera voué à changer avec les prochaines séries, hein. Toutes les cartes qui sont pas jouées au chapitre 1 auront probablement vocation à être jouées au chapitre 2, hein. Normalement, fin avril, le Laz. Je vais d'ailleurs passer l'après-midi à préparer des commandes. C'est juste qu'on ne peut pas les envoyer au compte-gouttes. On est obligé de préparer les 1000 commandes parce qu'on a un contrat d'envoi avec la Poste qui est au poids. Et ça nous demande du coup de tout préparer en amont pour pouvoir ensuite tout déposer dans une Poste Pro. Bref, j'en ai parlé sur les réseaux. J'ai fait des stories à ce sujet-là. Mais on espère pouvoir envoyer ça fin avril, quoi. T'as préco le deck Armory de Kaio? Non, Zoket. J'ai pas préco le deck Armory de Kaio. Et je trouve ça d'ailleurs un peu dommage, cette politique de Flesh and Blood. Je rejoins l'avis de Marcelf sur le fait d'implémenter des cartes utiles pour les compétiteurs dans des produits qui sont dédiés aux débutants. C'est une stratégie qui est très card game de Bandai. Et c'est très business et pas très communautaire. Et Flesh and Blood sont un peu au-dessus de ça. Je trouve que c'est un jeu qui est tellement bien dirigé, qui est tellement parfaitement cohérent, droit dans ses bottes, avec une communication ultime et un organize play de qualité, des produits et des sorties régulières qui tombent pas dans l'épuisement que peut avoir Magic. Enfin, tu sais, vraiment, Flesh and Blood, c'est un peu le jeu sur lequel tu prends exemple. Et du coup, j'aime pas trop cette histoire de devoir précommander un deck dont j'ai pas besoin pour récupérer des cartes à l'intérieur. Ça me fait un peu chier. Donc, je verrai à l'unité combien ça coûte. Mais j'aime pas beaucoup. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est les seuls trucs que tu peux leur reprocher. Alors après, pour leur défense, moi j'aime bien nuancer, me mettre des deux côtés.
L'entièreté du game fait ça, donc ils se mettent à l'équilibre du game. Mais Flesh and Blood, c'est un peu les gars aussi qui font pas comme le reste du game et qui sont plus exemplaires à plein de niveaux que la plupart des autres TCG. Donc ils auraient pu aussi être exemplaires à ce niveau-là. Bon bref, c'est pas très important. Juste que comme j'ai vu la vidéo de Marcel, ça m'a permis de rebondir et de parler de ça. Donc non, je l'ai pas préco, mais je sais qu'il y a des cartes déterminantes pour Caillot dedans. Merci Lelas pour le sub. Moi, du coup, je pense que ça clôture. Petite présentation de ma collection Star Wars Unlimited qui est quand même vraiment, vraiment pas mal déjà. Je suis très content d'avoir finalement cru au jeu avant que la spéculation s'en mêle. Auquel cas, j'aurais pu probablement quand même me monter les decks, mais avec moins de cartes foil. J'aurais pas pu récupérer les versions hyper foil. J'aurais pas pu consommer le jeu de manière collection. En tout cas, pas du tout au prix actuel. Et donc, parfois, croire en un jeu quand il sort, c'est là où tu es le plus récompensé et tant mieux pour moi. J'espère que le chapitre 2 sera un peu plus accessible et du coup ne demandera pas d'avoir un billet d'entrée aussi cher que le chapitre 1 actuel. Je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Et je vous ferai un update de ma collection lors de ce chapitre 2 si jamais cette vidéo vous plaît, bien évidemment, quoi. Star Wars a fait la même avec les cartes spéciales des decks démarrage. Mais bien sûr, tout le monde fait ça. Ça me rend fou. Ça me rend fou que tout le monde fasse ça, justement. C'est abusé. Voilà. Pour ceux qui ont regardé ce petit format sur YouTube, dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez un petit pouce bleu, un petit partage, un petit abonnement. Ça soutient évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu multi-TCG et Star Wars. Merci YouTube. À plus. Ciao.